Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un matin de janvier. L'air était mordant, les trottoirs brillants d'une fine pellicule de givre. Les taxis jaunes fendillaient les rues comme des abeilles nerveuses, et la vapeur s'élevait des bouches d'égout, dans un balai discret mais typiquement new-yorkais. L'hôtel The Kingsbury Grand, majestueux et imposant, se dressait sur la 59e rue, à 2 pas de Central Park. Avec ses colonnes de pierre ivoire, ses grandes baies vitrées et ses portes tournantes en acajou, il avait ce genre d'élégance que seule l'ancienneté transforme en mythe. Chaque matin, des Bentley noirs et des Rolls-Royce s'arrêtaient devant l'entrée, déversant un flux de diplomates, de PDG aux montreurs de prix, d'artistes renommés et de millionnaires capricieux. À l'intérieur, le hall principal était un monde à part. Le marbre au sol, importé d'Italie, reflétait les rayons d'un lustre de cristal de bohème suspendu à plus de 10 mètres du sol. Les murs, tapissés de velours bordeaux, semblaient étouffer les sons pour préserver une ambiance feutrée. L'odeur d'un subtil mélange de cire à bois et de parfum d'ambiance au bois de cèdre flottait dans l'air. Et pourtant, dans ce théâtre du luxe et de l'excès, un homme évoluait en silence. Presque comme un fantôme élégant. Walter Harris, concierge de nuit depuis plus de 15 ans. Il avait la cinquantaine bien entamée, une silhouette droite mais discrète, les tempes grisonnantes, des lunettes fines qu'il nettoyait machinalement au moindre instant de répit. Sa voix, rare, était douce, mesurée, presque musicale. On l'appelait Monsieur Harris ou simplement le concierge, mais personne n'aurait su dire où il vivait, ni ce qu'il faisait en dehors de son uniforme bleu nuit. Il venait toujours avec un peu d'avance, changeait ses souliers pour une paire impeccablement cirée, puis s'installait à son poste, près du comptoir central. Il ne parlait jamais de lui, ne participait pas au bavardage du personnel, et s'excusait toujours avant de s'absenter, même brièvement. Certains jeunes employés le voyaient comme un décor vivant de l'hôtel, une sorte de meuble humain qu'on oublie de regarder. D'autres le respectaient en silence, impressionnés par son calme absolu, sa manière de poser une main rassurante sur l'épaule d'un client inquiet, ou de trouver en quelques secondes un taxi en pleine tempête de neige. Walter ne se plaignait jamais. Il connaissait les moindres recoins de l'hôtel, les préférences des habitués, les noms des chefs dans chaque restaurant étoilé à 5 pâtés de maison. Il avait la mémoire de ceux qui observent plus qu'ils ne parlent. Ce matin-là, pourtant, quelque chose allait briser la routine millimétrée de The Kingsbury Grand. À 10h23, une limousine noire aux vitres teintées s'arrêta lentement devant l'entrée principale. Un portier s'élança aussitôt, bousculant presque un groom qui disposait des fleurs fraîches dans les vases du hall. La porte du véhicule s'ouvrit dans un souffle, révélant une silhouette longiligne. Madison Caldwell, 34 ans, descendit sans un mot. Elle portait une robe cintrée couleur ivoire, une veste d'hiver en laine camel, et des lunettes de soleil noires, bien qu'aucun rayon ne perçait le ciel. Ses talons claquèrent sur le marbre glacé avec une autorité naturelle. On aurait dit qu'elle appartenait à cet univers avant même d'y entrer. Fille du légendaire magnate de l'hôtellerie Richard Caldwell, elle avait repris la direction de plusieurs établissements après sa mort. Redoutée pour ses décisions rapides, admirée pour sa modernité, Madison n'annonçait jamais ses visites. Quand elle apparaissait dans un hôtel, c'était pour observer, évaluer, et éventuellement acheter. Ou fermer. À la réception, le chaos feutré s'installa. Le directeur accourut, cravate mal ajustée, sourire crispé. Le personnel s'agita. Des appels furent passés à la cuisine, à l'étage VIP, au service de sécurité. En moins de 2 minutes, Madison avait une suite présidentielle, du champagne commandé, et 2 femmes de chambre affectées exclusivement à son confort. Mais dans cette chorégraphie bien huilée de courbettes et de sourires forcés, un détail presque insignifiant allait tout changer. Un appel téléphonique. Un simple geste. Une langue oubliée. Et un homme que plus personne ne regardait allait, en quelques secondes, redevenir le centre d'un monde qu'il avait fui depuis trop longtemps. Alors que Madison Caldwell attendait l'ascenseur dans le hall somptueux de l'hôtel, elle parcourait d'un geste distrait les notifications sur son téléphone dernier cri. D'un léger mouvement de main, elle balaya un message, mais le téléphone glissa soudainement de ses doigts gantés, ricocha sur le marbre poli et disparut sous une commode ancienne en bois d'acajou,
placé entre deux colonnes. Hugh, souffla TL, agacé. Un groom jeune qui passait s'arrêta, hésita un instant, mais ne fit rien. Trop nerveux pour déranger l'objet ou risquer de rayer un meuble d'époque valant sans doute plus que son salaire annuel. Les autres membres du personnel détournèrent subtilement le regard. La scène dura à peine quelques secondes, mais dans ce monde où les apparences commandaient tout, l'hésitation valait offense. Et puis, presque comme s'il sortait de l'ombre, Walter Harris s'approcha calmement. Sans un mot, il s'agenouilla, posa une main au sol pour s'équilibrer, et avec une souplesse inattendue, glissa son bras sous le meuble. En un instant, il en ressortit l'iPhone, intact. Il le tendit avec un sourire courtois, sans insistance, sans servilité. Here you go, ma'am. Madison, qui ne l'avait même pas remarqué jusque-là, prit le téléphone, un peu surprise par la fluidité de son geste. Elle répondit machinalement. Thanks. Mais au moment où elle regarda l'écran, son regard changea. Les paramètres s'étaient accidentellement ouverts, et l'interface entière affichait des termes techniques, en allemand. Elle fronça les sourcils, levant les yeux vers Walter. You speak german, demanda-t-elle, un sourcil haussé, presque incrédule. Il hocha doucement la tête, puis répondit dans un allemand limpide, à la diction parfaite, avec cet accent d'intellectuel qu'on ne trouve qu'après des années d'immersion. Jawohl. Ich habe in München und Leipzig unterrichtet, Vorjaren. Oui. J'ai enseigné à Munich et Leipzig, il y a des années. Madison le regarda plus attentivement. Ce n'était plus seulement un concierge en uniforme impeccable devant elle. Il y avait dans sa posture, dans la précision de son phrasé, quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de voir chez ceux qui circulaient en silence dans les coulisses de l'hôtel. « Vous avez été professeur ?» demanda-t-elle, cette fois en français, par automatisme. Walter baissa légèrement les yeux. Un silence s'installa, fragile. Ses doigts se crispèrent un instant sur la tablette qu'il tenait contre sa hanche, puis il releva le regard. Il n'y avait ni fierté ni honte dans sa voix. Juste une honnêteté tranquille, rare, nue. Professeur de littérature allemande. Avant que la vie m'envoie ailleurs. Ce fut tout. Une phrase courte, comme une porte entrebâillée sur un passé lourd, effacée mais pas oubliée. Madison, elle, resta figée. Elle aurait pu répondre, interroger, combler le silence comme le font les gens habitués à maîtriser les situations. Mais pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore, elle n'en fit rien. Il y avait dans le regard de cet homme, dans ses rides discrètes, dans la façon dont il tenait son dos droit malgré l'humilité de sa fonction, une forme de dignité qui ne s'achetait pas. Quelque chose de cassé, oui, mais de toujours debout. Walter, de son côté, s'inclina légèrement et reprit son chemin vers le bureau du concierge, comme si rien ne s'était passé. Mais ce moment bref, presque invisible pour quiconque d'autre dans le hall, venait d'ouvrir dans l'esprit de Madison une question qui ne la quitterait plus. Qui est vraiment cet homme, et pourquoi se cache-t-il dans l'ombre? Ce fut tout. Mais ce fut suffisant. Cette nuit-là, Madison ne dormit pas. De retour dans sa suite, avec vue plongeante sur les lumières glacées de Central Park, elle s'installa à son bureau, une tasse de thé fumant entre les mains, incapable de chasser l'image de Walter de son esprit. Il y avait quelque chose d'inconsolable dans son regard, un mélange de calme et d'effacement, comme un homme qui avait refermé les portes de sa propre histoire, jusqu'à ce qu'un mot en allemand les entr'ouvre par accident. Elle ouvrit son ordinateur portable. Tapa Walter Harris plus professeur plus München Leipzig plus Columbia University. Et là, ce fut comme découvrir un passé enseveli sous la poussière du silence. Dr. Walter J. Harris. Professeur émérite à l'Université Columbia jusqu'en 2006. Auteur de plusieurs essais remarqués sur la pensée romantique allemande, notamment sur Novali, Schlegel et Goethe. Traducteur de référence de Les affinités électives, salué par la critique pour avoir su restituer la sensibilité poétique du texte avec une rigueur presque mathématique. Il avait donné des conférences à Vienne, à Heidelberg, à Oxford. Une photo surgit sur un ancien site universitaire. Walter, la barbe plus fournie, des lunettes légèrement différentes, mais ce même regard profond. Il tenait un livre ouvert, en train d'expliquer quelque chose à une salle attentive. Le titre de la conférence? Le langage comme pont entre solitude et transcendance.
Mais puis, plus rien. Des articles s'arrêtaient brusquement vers 2007. Des forums d'anciens élèves parlaient de sa disparition soudaine. L'un écrivait « Il nous a tant appris. Après son divorce, il a changé. Et quand son fils est mort dans cet accident, il s'est effondré. C'était insupportable à voir. Un génie brisé. » Madison sentit sa gorge se serrer. Lui, cet homme discret qui nettoyait les sols avant l'aube, avait traversé des ténèbres qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Perdre un enfant. Quitter son poste. Disparaître du monde. Survivre dans le silence. Elle resta longtemps assise, les yeux rivés sur l'écran, le cœur lourd. Ce n'était plus de la curiosité, c'était de la compassion, et une admiration sincère. Walter n'avait pas simplement échoué. Il s'était retiré avec une dignité presque monastique. Et personne, en 15 ans, ne s'était retourné pour le chercher. Le lendemain matin, Madison descendit au hall plus tôt que d'habitude. Elle demanda calmement à voir Walter. Il arriva quelques instants plus tard, surpris, les manches de son uniforme impeccablement pliées, un peu méfiant. Il n'était pas habitué à ce qu'on demande sa présence autrement que pour un problème de robinet ou un bagage perdu. « Vous vouliez me voir, madame ?» Madison l'invita à s'asseoir dans un petit salon privé près du bar feutré. Elle posa son téléphone face cachée sur la table, croisa les jambes et le regarda, sans détour. « Pourquoi êtes-vous ici, à faire ce travail, alors que vous avez tant donné ?» Walter resta un instant silencieux. Le temps sembla suspendu. Puis il répondit, d'une voix douce, presque absente. « Parce que les livres ne guérissent pas les cœurs brisés. » Pas de pathos. Pas de plainte. Juste une vérité nue. Prononcée par un homme qui avait aimé, perdu, souffert, et continué à marcher, seul. Madison hocha la tête, respectueusement. Elle n'était pas là pour lui offrir de la pitié. Seulement une possibilité. Mais votre voix peut encore éclairer d'autres vies, Walter. Vous avez transmis, inspiré, construit des ponts entre les cultures. Vous pouvez encore le faire. Je dirige une chaîne d'hôtels dans le monde entier. Ce que vous êtes, ce que vous savez, j'aimerais que mes employés y aient accès. Il leva un sourcil, intrigué. Que voulez-vous dire ? Un poste de consultant culturel et de formateur linguistique. Vous pourriez former notre personnel à l'élégance du langage, à la finesse interculturelle. À la dignité dans le service. Walter resta muet. Il n'avait pas entendu de telles paroles depuis des années. Cela lui semblait irréel. Lui, vu à nouveau. Lui, reconnu. Il hésita longtemps. Puis, un matin de mars, alors que la neige fondait enfin sur les trottoirs de Manhattan, Walter Harris entra dans le siège social de Caldwell Global Resorts, vêtu d'une chemise blanche impeccable, d'un blazer bleu nuit, et d'une lueur timide dans les yeux. Ce fut un lent retour. Mais un retour. Au début, il parlait peu. Puis, petit à petit, il retrouva l'assurance du pédagogue. Il anima des séminaires pour les cadres, parla de Goethe, du langage comme miroir de l'âme, du respect comme fondement de l'accueil. Il forma des réceptionnistes en Allemagne, au Japon, à Dubaï, au Brésil. Il enseigna aux jeunes employés comment saluer, écouter, accueillir avec sincérité. Il leur montra que servir n'est pas se soumettre, mais élever l'autre. Des vidéos de ses formations circulèrent sur les réseaux. Sa diction parfaite, son regard doux mais profond, ses phrases pleines de sagesse touchèrent des milliers de personnes. Des anciens élèves le reconnurent. Certains clients, bouleversés, lui écrivirent. Son histoire devint virale. Un jour, après une conférence à Genève, un jeune réceptionniste s'approcha de lui, les yeux brillants. « Monsieur Harris. Vous m'avez donné envie d'apprendre l'allemand. Et de croire que je peux devenir plus que ce que l'on attend de moi. » Walter sourit. Ce fut un sourire plein, calme, sans tristesse. Il n'avait pas effacé ses blessures. Mais il avait recommencé à vivre. Et, surtout, à transmettre. 6 mois plus tard, par une douce soirée de septembre, les feuilles dorées de Morningside Heights flottaient dans l'air comme une métaphore vivante du changement. Le campus de l'Université de Columbia, majestueux,
respirait l'intelligence et l'histoire. C'est là que Madison Caldwell, dans un geste aussi discret que puissant, avait décidé d'organiser un événement intitulé Langue, Mémoire et Renaissance, conversation avec Walter Harris. La salle Rotunda Hall, d'ordinaire réservée aux conférences prestigieuses, était exceptionnellement pleine. Étudiants, professeurs, chercheurs, journalistes, et même quelques anciens collègues étaient présents. L'atmosphère était chargée d'une tension curieuse, certains se souvenaient du professeur Harris comme d'un génie fuyant, d'autres n'avaient entendu parler de lui que récemment, à travers les vidéos virales et les articles qui circulaient sous des titres comme « Le concierge érudit » ou « Le retour du professeur oublié ». Walter Harris, vêtu d'un costume sobre et élégant, attendait derrière le rideau, le souffle court. Ses mains tremblaient légèrement. Cela faisait plus de 15 ans qu'il n'était pas monté sur une scène universitaire. Les fantômes de ces dernières années à Columbia flottaient dans les murs. Il se souvenait du bureau qu'il avait vidé en silence, de la lettre de démission qu'il avait laissée sans mot d'adieu. De son départ dans la nuit, comme s'il voulait effacer jusqu'à sa trace. Et pourtant, ce soir, il était là. Un tonnerre d'applaudissements éclata lorsqu'il monta sur scène. La lumière chaude l'éclaira. Il posa ses notes, respira longuement, puis leva les yeux vers l'auditoire. Sa voix, d'abord hésitante, retrouva en quelques secondes la profondeur grave et la clarté tranquille qui jadis tenaient des salles entières suspendues à ses lèvres. « Je suis profondément honoré d'être ici. Je pensais ne plus jamais fouler ce sol. Mais parfois, la vie, dans sa sagesse mystérieuse, nous offre un second chapitre. » Il marqua une pause. Le silence dans la salle était absolu. Je suis la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour redevenir soi-même. Que l'identité ne se perd pas. Elle sommeille parfois, elle se terre dans le silence, dans la douleur, dans l'ombre de ce que nous avons perdu. Mais elle attend. Elle espère. Elle guette le moment d'être réveillée, parfois par un mot. Par un regard. Par un geste de bonté. Il raconta brièvement son parcours, sans pathos, mais avec une authenticité bouleversante, les conférences, les traductions, le drame de son fils, l'effondrement, le silence, le travail de nuit dans les couloirs anonymes d'un hôtel de luxe. Et puis ce moment étrange, presque accidentel, où une langue oubliée l'avait rappelé à lui-même. J'ai longtemps cru que mon utilité était derrière moi. Mais ce que j'ai compris, c'est que transmettre, ce n'est pas lié à un poste ou à une chaire. C'est un acte vivant, un souffle. Et chaque vie a le pouvoir de transmettre quelque chose, même dans l'ombre. Lorsqu'il termina, la salle resta muette quelques secondes. Puis une ovation debout éclata. Certains essuyaient des larmes. D'autres restaient debout, immobiles, comme si ce qu'ils venaient d'entendre avait changé quelque chose de fondamental en eux. Parmi les invités, dans un coin discret, un jeune homme attendait nerveusement. Lorsqu'il put s'approcher, il tenait dans ses mains une vieille édition en cuir brun d'un recueil de poésie allemande, dit Romantische Ziel, annoté de commentaires fins à l'encre noire, reconnaissable pour les connaisseurs. Les notes de Walter Harris. « Monsieur Harris » demanda-t-il timidement, la voix tremblante. « Je suis Elias, le neveu du professeur Schreiber, votre ancien collègue à Leipzig. Il m'a souvent parlé de vous, de vos cours, de vos silences, et de votre amour pour Novalis. C'est grâce à vos traductions que j'ai commencé mes études. Elles m'ont accompagné dans mes années les plus sombres. Elles m'ont sauvé, je crois. » Walter le regarda longtemps. Ses yeux se remplirent de larmes. Il prit le livre dans ses mains, le caressa doucement comme on retrouve un ami perdu, puis posa une main sur l'épaule du jeune homme. Alors tout cela n'a pas été vain. Ce soir-là, Walter Harris ne rentra pas seul. Il était désormais entouré, reconnu, réintégré dans un monde qu'il avait quitté sans bruit. Non pas comme une star ou une légende, mais comme un être humain revenu de la nuit. Il n'était plus le concierge invisible qui nettoyait les tapis persans pendant que d'autres parlaient. Il était devenu un mentor, un pont, une mémoire vivante. Une figure de résilience, d'humilité et de vérité. Et tout cela avait commencé. Par un téléphone tombé. Par une langue étrangère jamais oubliée. Par un cœur silencieux, enfin entendu.